Cette semaine, nous allons nous intéresser à la manière dont les données sont représentées en VTK. C'est un sujet sur lequel vous pouvez aller lire le chapitre 5 du livre Visualization Toolkit, An Object-Oriented Approach to 3D Graphics, qui, je vous le rappelle, est disponible sur le site de VTK, vtk.org. Alors, si on reprend le pipeline VTK, on a un reader ou une source qui crée des données, puis un certain nombre de filtres qui les processent, puis on passe dans un mapper qui convertit ces données en un format qui est compréhensible par la carte graphique, puis on passe dans un acteur qui gère la position, la couleur, les différentes propriétés de l'objet, et puis on l'affiche dans un renderer. On s'intéresse à la partie verticale ici du pipeline, tant que l'on reste avant le mapper. Après le mapper, on n'a pas le choix. Après le mapper, on est sur la carte graphique. On doit s'adapter aux données qui sont gérables en OpenGL sur la carte graphique. Mais avant le mapper, on fait ce qu'on veut. Et donc, on va voir ce que VTK propose comme structures de données qui sont disponibles pour représenter nos données donc, au stade applicatif avant de passer à l'affichage. Alors, les caractéristiques des données que l'on doit représenter, d'abord c'est qu'elles sont discrètes, évidemment. On les connaît essentiellement à certains points, mais pas partout, et on va interpoler pour les valeurs intermédiaires. Alors, parfois elles vont être structurées, parfois elles ne le sont pas. Un exemple de données structurées, ce serait les points d'une image. Les points d'une image, ils sont organisés selon une grille rectangulaire, et donc vous n'avez pas besoin de représenter explicitement cette grille, il suffit de dire c'est une grille rectangulaire qui a autant de points, éventuellement qu'il est à la distance entre les points, et ça suffit. Un exemple de données non structurées, ce serait un maillage avec des triangles. Pour savoir comment les triangles vont ensemble, vous êtes obligé de faire une liste explicite de chacune des faces. Donc la structure, elle devrait être inférée explicitement, alors que sur une image, la structure, on peut entièrement la stocker implicitement. La dernière caractéristique, c'est que ces données sont dimensionnelles. On va avoir des données à 0 dimension, à 1 dimension, à 2 dimensions, à 3 dimensions, etc. Qui seront elles-mêmes à chaque fois immergées dans un espace à plus haute dimension. Alors, les gens qui ont créé VTK, ils disent qu'ils avaient 5 critères principaux pour guider leur choix des structures de données qu'ils utilisent. Ça devait être compact, c'est-à-dire que l'utilisation de la mémoire devait être raisonnable, parce qu'un des buts, c'était d'être capable de traiter des grosses données. Ça devait être efficace, donc on voulait avoir un accès rapide aux données, et donc, inévitablement, ils se sont tournés vers un système avec des tableaux, parfois des tableaux de tableaux, mais toujours avec la possibilité d'un accès aléatoire. Il n'y a à peu près pas de liste chaînée dans VTK. Ça devait être mappable, c'est-à-dire que ça devait être facile à transmettre à un VTK quelque chose de mapper. Donc ça devait être facile à convertir en primitif graphique. Ça ne sert à rien de travailler au niveau applicatif avec des structures de données qui ne sont pas affichables derrière, parce que trop compliqué à convertir en OpenGL. Alors, il y avait un essai d'avoir une couverture minimale, c'est-à-dire un compromis entre le nombre de structures de données différentes et la mise en œuvre. Et enfin, ça devait être simple. Ça, je vous laisse admirer la simplicité du VTK Polydata. Alors, ça c'est un diagramme qui explique ce qu'il y a dans un VTK Polydata, mais on ne va pas le regarder en détail. On va commencer par une version très simplifiée, qui est simplement le diagramme d'héritage du VTK Polydata. Donc, un VTK Polydata, c'est un VTK point set, qui lui-même est un VTK dataset, qui lui-même est un VTK data object. Et donc nous allons commencer par voir le VTK data object. Alors, ce data object, c'est la forme la plus générique des données dans VTK. Ça fournit très peu de méthodes. En fait, ça fournit essentiellement les méthodes qui permettent de connecter ce data object avec les différentes sources, readers et différents algorithmes qui vont les prendre en entrée et en sortie. Alors, pour pouvoir se connecter dans le pipeline de VTK, il faut savoir
par exemple, quelle est l'heure, enfin le moment où il a été mis la dernière fois à jour. On doit savoir s'il a été mis à jour, etc. Donc c'est essentiellement ça, parce que si un data object a été mis à jour de manière plus récente que le filtre qui le suit, eh bien il faut réexécuter le filtre qui le suit. Alors que si sa mise à jour est antérieure à la dernière exécution du filtre, il n'y a pas besoin d'exécuter le dernier filtre. Donc c'est le genre de données que le data object doit être capable de stocker. Mais il ne fait rien d'autre. Un niveau plus bas, on a le VTK dataset. Alors le VTK dataset, c'est la structure qui nous intéresse le plus ici. C'est celle sur laquelle on va travailler presque toute cette présentation. Donc dans un dataset, il y a 3 composants principaux. La géométrie, la topologie et les attributs. Alors la géométrie, c'est essentiellement la position des points, des sommets dans l'espace. Donc c'est ce qu'on avait vu dans notre représentation de notre tête pour la partie Tiny Renderer. On a une liste de points pour lesquels on a des coordonnées 3D, x, y, z. La deuxième chose, c'est la topologie. La topologie, c'est tout ce qui est invariant à des transformations, telles que translation, rotation, changement d'échelle, etc. Donc, essentiellement, ça représente les différentes cellules qui existent. Alors, dans le cas le plus simple, ce sont des triangles, mais de manière plus générale, ce sont des faces en général. Donc, par exemple, quels sommets sont connectés par quelle face? Dans l'exemple qu'on a ici à droite, on a un cube. Eh bien, les faces, ce sont des carrés. Et chacun de ces carrés, le fait que ces carrés connectent ensemble 4 sommets, c'est une notion de topologie. Enfin, il y a la notion d'attribut. À chaque sommet, mais peut-être aussi éventuellement à chaque face, etc., on peut associer un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, ici, on a donné une couleur individuelle à chacun des sommets. Certains sommets sont verts, d'autres bleus, un des sommets est orange, etc. Alors, la couleur est un attribut possible, mais il y en a évidemment plein d'autres. Alors, une chose qui est intéressante avec la topologie, c'est qu'elle permet d'interpoler. On l'a vu en long et en large pour afficher proprement notre modèle triangulaire. On a beaucoup passé de temps à interpoler dans nos triangles avec des coordonnées barycentriques. L'interpolation, c'est essentiel, c'est ce qui nous permet de passer d'une représentation qui est discrète à la base à une représentation continue qui est bien plus agréable à visualiser et qui est sans doute plus précise. Alors, pour connaître la couleur d'un point qu'on va afficher à l'écran, il faut savoir à quelle face il appartient. Et une fois qu'on sait à quelle face il appartient, il faut qu'on interpole entre les différents sommets qui influencent sur cette face. Alors, je ne vais pas revenir sur l'interpolation d'un triangle, on en a déjà beaucoup parlé. Mais on peut aussi interpoler par exemple au sein d'un rectangle. Essentiellement, la version la plus simple, c'est de supposer que tout varie linéairement à l'intérieur de notre rectangle. Donc, on peut interpoler entre 2 points linéairement, et puis entre 4 points, il suffit d'interpoler linéairement entre deux sommets, linéairement entre les 2 autres sommets, et puis une troisième fois linéairement entre ces 2 points interpolés. Donc ici on a les sommets C1, C2, C3, C4. On va interpoler linéairement entre C1 et C2, interpoler linéairement entre C3 et C4. Ça nous donne 2 points, un qui est C2T plus C1 fois 1 moins T, l'autre qui est C3T plus C4 fois 1 moins T. Et puis entre ces 2 points, on peut de nouveau interpoler. Alors le résultat sera similaire à l'interpolation barycentrique que nous avions fait précédemment. C'est-à-dire qu'on va diviser notre rectangle en 4 petits rectangles et le poids de chacun des sommets sera proportionnel à la surface du rectangle qui lui est opposé. Alors, il faut faire attention quand on interpole dans des faces, la manière dont on construit nos faces va changer l'interpolation. Si par exemple, plutôt que d'avoir un cube qui est formé de carrés, on le remplace par un cube qui est formé de triangles,
Alors c'est pas très compliqué, il suffit de couper chacun il suffit de couper chacun des carrés en deux, en triangle, et bien ça va changer l'interpolation. Si on prend notre carré ici à droite et qu'on cherche à savoir quelle est la couleur de S, du point central, eh bien, précédemment, sa couleur était influencée par les 4 sommets. Alors évidemment, l'influence du sommet rouge était faible, mais il n'était pas nulle. Alors que maintenant, si on a 2 triangles, eh bien, l'interpolation ne se fait pas d'un triangle à l'autre, et donc la couleur qu'on va trouver pour le point central va dépendre uniquement des sommets C1, C2 et C3, et pas du tout de C4. Une notion importante, c'est celle de dimension topologique. Donc, la définition de cette dimension topologique, c'est le nombre de variables continues indépendantes qui permettent de spécifier la position à l'intérieur de la topologie. Alors, par exemple, si on s'intéresse à un point, il a une dimension topologique de 0 dimension. On a un point, on n'a pas besoin de variables pour définir où il est, on sait simplement où il est. Si on s'intéresse à une courbe, pour savoir où on est dans la courbe entre 2 extrémités de la courbe, on a besoin d'une variable qui nous dit à quelle distance on est de chacun des 2 côtés de la courbe. Pour une surface, on a besoin de 2 variables, et pour le volume, on a besoin de 3 variables. Ça, ce sont des dimensions topologiques. Mais cette topologie peut être imbriquée dans une géométrie. Un point, par exemple, peut être un point en 2D dans un plan, ou ça peut être un point en 3D dans un espace 3D. Une courbe peut être dessinée sur une surface, ou peut être dessinée dans un espace 3D. Une surface, par contre, ça, normalement, imbriqué dans un espace à 3 dimensions, et un volume aussi. Alors, un exemple de cette notion de topologie, c'est les 4 versions du visage que vous voyez ici en bas. Donc, c'est un modèle générique de visage où on a utilisé exactement la même topologie, on a exactement la même liste de faces, mais ce qu'on a fait varier, c'est la géométrie, donc le positionnement des sommets dans l'espace en 3D. Mais la topologie est exactement identique. Alors maintenant, nous allons passer en revue les différentes cellules. Donc, on reste vraiment côté topologie, et on va s'intéresser à la notion de cellule. Donc, une cellule, c'est par exemple un triangle, c'est une cellule, un carré, c'est une cellule, un cube, c'est une cellule, etc. C'est ce qui définit la topologie, ce qui relie entre eux les différents sommets. Alors, elle est définie par son type. Par exemple, je dis que c'est un triangle, et puis par une liste ordonnée de points qu'on appelle la liste de connectivité. Le fait qu'un triangle a 3 sommets. Le premier sommet est un tel, le deuxième est un tel, le troisième est un tel. Tous ensemble, ils définissent donc implicitement la topologie de la cellule. Tandis que les coordonnées x, y, z des points, eux, ils définissent la géométrie de la cellule. Par exemple, si on prend ici une cellule hexaédrique, donc c'est un cube déformé, il est défini par 8 sommets, et on stocke simplement les indices de ces différents sommets dans la liste des points. Les 8 indices, enfin, le fait que c'est un hexaèdre, donc le type, allié avec la liste des 8 sommets, ça nous donne la topologie. La géométrie, c'est la position de ces sommets dans l'espace en 3D. Alors, des cellules en VTK, il y en a énormément. Alors, voici la liste complète, il y en a 29. Il y en a en 0 dimension, 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions. Il y en a où l'interpolation se fait linéairement, d'autres où l'interpolation se fait avec des fonctions quadratiques, etc., etc. Alors nous allons brièvement les passer en revue. Donc, les plus simples, ce sont les cellules en 0 dimension. Donc il est possible d'avoir un point isolé, c'est un vertex, un sommet tout seul. L'alternative, c'est d'avoir une liste de sommets qui sont ordonnés. On appelle ça un polyvertex. Ce ne sont pas les cellules les plus intéressantes. Un type de cellule que nous avons beaucoup utilisé après, ce sont les cellules en 1D. Alors, la version la plus simple, c'est une ligne. Alors, ce n'est pas vraiment une ligne, c'est un segment de droite, qui est donc défini par 2 points.
quand on définit deux points, on définit un ordre, donc il y a une direction qui va du premier point au deuxième point. Après, il va arriver très souvent qu'on va avoir plusieurs segments de droite qui se suivent, mais qui sont connectés entre eux. On a un chemin qu'on veut suivre et ce chemin il passe par plusieurs positions. On a une courbe d'une forme assez complexe qu'on en approxime par toute une série de segments de droite qui se suivent. Alors dans ce cas-là, d'une part, on veut être capable de stocker cette information de les différents segments sont connectés, et par ailleurs, on veut avoir une représentation plus compacte de la chose que de chaque fois devoir stocker deux sommets par segment de droite. Et donc là, on a un deuxième type de cellule en D qui est le polyline, qui est donc une ligne composée de n sommets, de n segments, et donc de n plus 1 sommets, numérotés de 0 à n. Alors implicitement, donc, on a un ordre 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et donc on sait bien qu'entre le sommet 4 et le sommet 5, on a un segment, parce que ce sont deux sommets consécutifs. Ensuite, on passe aux cellules en deux dimensions, donc de topologie 2. Et la plus simple, nous l'avons déjà rencontrée, c'est le triangle. Donc c'est la version de base de la cellule 2D. C'est celle vers laquelle on va sans doute mapper toutes les autres, une fois qu'on passe dans le VTK quelque chose mapper. Donc elle est définie par 3 points, et normalement l'ordre il est anti-horlogique. Donc ça correspond à la règle de la main droite pour calculer les normales. Si on a plusieurs triangles qui sont l'un à côté de l'autre, tout comme on avait des polylines précédemment, ce sera intéressant d'avoir des triangle strips. Triangle strip, c'est une manière de représenter n triangles en n'étant pas obligé de stocker explicitement 3 fois n indices, 3 indices par triangle. Si on sait qu'ils se suivent, eh bien on peut les accrocher les uns aux autres. Et dans ce cas-là, on est capable de stocker n triangles en listant uniquement n plus 2 indices de sommets. Ce qui sera beaucoup plus efficace. Alors des représentations efficaces de triangles, il y en a deux qui sont possibles pour stocker n triangles avec n plus 2 points. C'est le duo, c'est le triangle strip, où donc chaque 3 points consécutifs forment un triangle, et on inverse le sens de calcul de la normale une fois sur deux. L'alternative, c'est un triangle fan, où on va utiliser le premier point systématiquement avec tous les autres. Donc on va tourner autour. Alors c'est assez peu utilisé le triangle fan, même si c'est aussi une représentation compacte, parce qu'elle est forcément moins... On peut faire des fans moins longs qu'on peut faire des strips, puisqu'on est limité par le nombre de triangles qui touchent le sommet original. Par ailleurs, c'est rarement mis en œuvre dans les cartes graphiques, alors que les triangle strips le sont toujours. Il y a d'autres cellules linéaires en 2D, il y a le quadrilatère, donc qui est défini par 4 points qui sont coplanaires. C'est possible d'avoir 4 points qui ne sont pas complanaires, mais alors ça devient ambigu la manière de mapper ça sur deux triangles. Selon qu'on connecte les sommets 0 et 2 ou les sommets 3 et 1 pour créer le côté commun en deux triangles. Un cas particulier de quadrilatère, c'est le pixel. Alors le pixel, c'est l'élément de base d'une image. Donc c'est un quadrilatère mais avec des contraintes géométriques. Les angles du pixel sont droits et par ailleurs ils sont alignés avec les axes. Alors par ailleurs l'ordre des points dans un pixel est différent. Donc on fait d'abord x croissant, puis y croissant, puis éventuellement z croissant. Donc on a 0, 1, 2, 3, vous voyez que ça ne tourne pas autour du rectangle, mais on a d'abord selon x, puis selon y. Le dernier type de cellule linéaire en 2D, c'est le polygone. Donc c'est la version générale
généraliser, on a fait des triangles à 3 côtés, des quadrilatères à 4 côtés. Eh bien, au-delà, on ne va pas avoir un tir explicite pour des pentagones, des hexagones, des heptagones, etc. On va avoir un type générique qui est le polygone, qui est une forme à n points coplanaires. Alors, il peut éventuellement être non convexe, mais il ne peut pas inclure de boucle d'intersection. Ça termine la liste des cellules linéaires en 2D, mais alors on passe en 3D, là il y en a beaucoup plus. Alors je ne vais pas les détailler trop fort, mais on a le tétraèdre qui est composé de 4 triangles. Donc on a 4 sommets qui définissent 4 faces triangulaires. On a l'hexaèdre qui topologiquement correspond à un cube, mais dont on peut géométriquement bouger les sommets comme on veut. Donc avec 8 sommets, 6 faces carrées, enfin 6 faces quadrilatères. On a le voxel qui est l'équivalent 3D du pixel. Donc il est lui aussi uniquement avec des angles droits, alignés sur les axes X, Y, Z, et avec un ordre des sommets qui est différent. On a ce qu'on appelle le wedge, qui est donc formé de 2 triangles et 3 rectangles. On a la pyramide à base carrée, qui est l'équivalent d'un tétraèdre. On aurait remplacé une des faces par un quadrilatère, et donc on aurait 4 triangles pour relier ces 4 côtés du quadrilatère à un 5e sommet. Puis on a différents prismes. On a le prisme pentagonal avec des bases avec des pentagones, et le prisme hexagonal dont les bases sont des hexagones. En 3D, on a aussi, enfin pardon, en 1D, en 2D, en 3D, on a aussi des cellules non linéaires. Alors ce qui change dans les cellules non linéaires, c'est que à l'intérieur de ces cellules, on ne va pas interpoler avec des droites, mais avec des quadratiques. Alors c'est intéressant parce qu'on peut avoir, on peut être proche de formes continues avec moins de points qui contrôlent ces formes-là que si on devait les représenter par des segments de droite uniques. Donc on a le côté quadratique qui est un segment de droite courbé, puis on peut faire la même chose avec des triangles, avec des quadrilatères, etc. Pareil en 3D, toutes les formes standards peuvent être déformées par des quadriques, simplement en ajoutant quelques points de contrôle. Alors c'est éventuellement intéressant pour représenter des formes courbes avec moins de points que directement avec des segments de droite, mais en général il y a très peu de cartographies qui sont capables de l'afficher, et donc on va convertir ces quadratiques en linéaires. Donc si on a une forme quadratique, en général au niveau de l'affichage ce sera des lignes, des triangles, des quadrilatères, etc. Ça conclut toutes les topologies possibles qu'on peut avoir au niveau des cellules. Alors les points au niveau de la géométrie, il n'y avait rien à en dire particulièrement, puisque les points ce sont juste des positions dans l'espace. La dernière caractéristique d'un dataset, ce sont les attributs. Alors les attributs, on ne va pas en dire grand chose à ce stade-ci, on y reviendra plus tard, mais essentiellement ce qu'on peut en dire, c'est que ces attributs sont associés à la structure du dataset. Alors ça peut être associé au sommet, c'est assez courant, ça peut être associé aux cellules, normalement pas aux côtés ou aux faces de ces cellules. Alors les types les plus courants d'attributs, ce sont simplement des scalaires. Ça peut être des vecteurs, des normales. Alors ça c'est une chose qu'on a vue quand on a fait l'interpolation de Gouraud par exemple, enfin l'ombrage de Gouraud sur nos triangles. On avait associé à chaque sommet la normale à la surface. Alors que dans le flat shading, on associait à chaque cellule la normale au triangle.
On a aussi vu qu'il était possible d'associer des coordonnées de texture, typiquement à chaque sommet, parfois plusieurs à un seul sommet, s'ils appartiennent à des phases différentes. On peut aller plus loin, on peut avoir des tenseurs qui sont associés à chaque sommet ou à chaque cellule. Les tenseurs sont des matrices N-fois. Alors ça nous donne les composants à basse dimension, donc chacune des cellules et quels sont les attributs qu'on peut accrocher à chaque sommet, à chaque cellule. Mais tout ça, on les met ensemble dans des datasets. Alors, en VTK, on a différents datasets. Donc les datasets sont des structures avec des attributs associés. Alors la structure, donc, elle comprend les points, donc la géométrie et les cellules, la topologie. Et on va ajouter des contraintes sur le type de cellule et sur la position des points, qui va nous permettre de définir des datasets particuliers qui seront sensiblement plus efficaces que si on travaillait de manière générale avec la liste des 29 cellules possibles qu'on a fait. Alors, les datasets principaux, donc on a l'image, la grille rectilinéaire, la grille structurée, la grille non structurée, le polydata et la grille non structurée. Alors on va les passer en revue. Donc le polydata, qui est sans doute celui qu'on utilise le plus, c'est un dataset qui ne permet de stocker que des cellules qui ont une traduction directe en primitive graphique. Alors essentiellement, ça veut dire des sommets, des lignes, des polygones pour les primitives 0, 1 et 2D, et puis des polyvertex, des polylines et des triangle strips pour les versions plus efficaces de ces primitifs qui permettent d'en grouper plusieurs ensemble. Par contre, nous n'aurons aucune structure, donc aucune cellule 3D. C'est vraiment, le polydata, c'est une structure qui est soit 0, soit 1, soit 2D. La topologie et la géométrie d'un polydata sont complètement non structurées, et on va mélanger donc des cellules de dimensions avec topologies différentes. Donc, dans un polydata, donc polygonal data, on peut avoir des points, des lignes, des polygones, ou des triangles, ou des strips de triangles. Le deuxième type qui est assez courant, c'est le type image. Alors une image, ce sont des points et des cellules qui sont arrangés sur un réseau régulier. Donc on a des lignes, des colonnes, des plans qui sont alignés avec le système de coordonnées global X, Y, Z. Donc c'est composé d'éléments de lignes, de pixels ou de voxels, donc en 1D, 2D ou 3D. La topologie est régulière et la géométrie est régulière. La topologie est régulière, ça veut dire qu'on a strictement que des cellules qui sont des pixels ou des voxels. Et la géométrie régulière, ça veut dire que l'espacement entre les différentes lignes et entre les différentes colonnes est constant. Du coup, une fois qu'on a tout ça, eh bien, pour spécifier entièrement la topologie et la géométrie d'une image, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. On a besoin de 3 entiers qui nous donnent la dimension des données dans chacune des directions. On a besoin de l'espacement qui nous donne la distance qu'il y a entre les lignes, les colonnes, éventuellement les slices si on travaille en 3D. Et puis l'origine qui nous dit quelle est la position dans l'espace du point 000 de l'image data. Alors, si on fait tout cela, alors évidemment on a n x fois ny fois nz points qui sont les sommets. Ça correspond à nx-1 fois ny-1 fois nz-1 cellule qui sont les pixels. Si on trouve cette structure un peu trop rigide, on peut passer à une grille rectilinéaire. Alors une grille rectilinéaire va toujours garder une topologie complètement régulière comme celle d'une image. Donc les cellules sont des pixels et des voxels. Mais la géométrie, elle, est semi-régulière. C'est-à-dire que les points sont alignés sur les axes, mais par contre, l'espacement entre ces différentes lignes et colonnes vont être variables. Alors pour spécifier ce genre de géométrie, on aura toujours besoin, pour la topologie, on a toujours besoin de spécifier les dimensions, donc le nombre de lignes, de colonnes et de slices qu'à notre donnée. Mais
pour les espacements et l'origine, en fait, on va devoir avoir un tableau de une dimension qui sont des coordonnées selon les axes x, y, z, selon chacune des dimensions, selon l'axe x, selon l'axe y, selon l'axe z. Donc, quelle est la position de chacune des lignes quand elles croisent les axes, quelle est la position de chacune des colonnes, etc. Encore un petit peu moins structuré, on passe à la grille structurée. Alors la grille structurée a toujours une topologie régulière, donc toujours comme une image data ou une rectilinear grid. Par contre, la géométrie, elle, ne l'est plus. Donc les cellules ne sont plus des pixels et des voxels, ce sont des quadrilatéraux, des hexaèdres. Et donc, pour spécifier la géométrie, on va devoir spécifier la position x, y, z de chacun des sommets de cette grille. Ce qui veut dire qu'on doit spécifier beaucoup plus d'informations que pour une grille rectilinéaire et encore infiniment plus que pour une image. Le dataset suivant, c'est le Unstructured Points. Alors celui-là est très simple, il n'a simplement pas de cellules. Donc c'est juste une liste de points. Le plus compliqué, par contre, c'est sans doute la Unstructured Grid. Donc la grille non structurée, elle, et la géométrie et topologie qui sont entièrement non régulières. Alors c'est la seule qui est capable d'accommoder tous les types de cellules que VTK a définies. Donc c'est de loin la structure la plus générale. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans une structure grid, mais c'est aussi de loin la plus coûteuse en mémoire, puisque ne faisant aucune supposition de régularité ni sur la géométrie ni sur la topologie, tout doit être spécifié explicitement. Alors, voyons comment ces différentes structures sont mises en œuvre en pratique en C++ par VTK. Alors, le cœur de cette mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle le VTK Data Array. Alors, le VTK Data Array, c'est une abstraction qui correspond peu ou prou à un standard vector, mais un peu plus compliqué. Donc, ce sont des tableaux qui sont redimensionnables, mais qui sont un petit peu différents, un peu plus compliqués qu'un standard vector. Alors, donc, ce sont des tableaux de type simple. Tout est stocké dans VTK sous forme de type simple, jamais sous forme de tableau d'objets. Vous n'avez pas des tableaux de VTK point ou des tableaux de VTK cell. Ce ne serait pas raisonnable de faire une mise en œuvre orientée objet jusqu'au bas niveau. Ça casserait vraiment beaucoup de performance. Donc, quand on va stocker les choses, on va entièrement les stocker avec des entiers, des floats, et à peu près rien d'autre. Ce sont les seuls types qu'on va rentrer dans nos VTK Data Array. Alors, on a des indices donc, qui partent de 0. La taille vaut la capacité. Et on a un truc qui s'appelle mass ID qui vaudra taille moins 1. Alors, le nombre de composants est une des caractéristiques de ce VTK Data Array. Donc, un VTK Data Array, ça ne stocke pas que des données simples, ça stocke des tuples, donc des données à plusieurs dimensions. Donc, et ça les stocke ensemble. Donc, si on stocke par exemple des coordonnées x, y, z, eh bien, elles vont être ensemble au niveau mémoire de x, y, z du premier point, suivi de x, y, z du deuxième point, etc. C'est cette notion de tuple. Alors, on a plein de raisons de stocker des tuples. Donc, il y a forcément les coordonnées x, y, z pour nos positions en 3D. Sur des images, on aura par exemple les couleurs RGB ou RGBA, où A est l'opacité de chacun des pixels, etc. C'est important qu'en mémoire, elles soient proches parce qu'on y accède toujours en même temps. Et donc, c'est beaucoup plus efficace si elles sont ensemble en mémoire que d'avoir T différents tableaux qui les stockeraient séparément. Alors, la taille du tuple, elle est donnée par la variable number of components du VTK Data Array. Donc, les points, les vecteurs, les normales sont représentés par des 3 tuples, les tenseurs par des n tuples. Alors, VTK Data Array, c'est une classe abstraite
alors qu'on peut utiliser en pratique comme on veut, mais elle est mise en œuvre concrètement avec plein de types particuliers liés au type de données qui sont stockées dedans. Donc on peut avoir des VTK unsigned char array, VTK char array, unsigned short array, float array. Alors un VTK data object, donc toutes les données sont stockées dans un VTK data object, hein, elles sont stockées dans un VTK field array. Alors un VTK field array, c'est simplement un array de VTK data array. Chacun des VTK data array peut être d'un type concret différent. Donc on peut combiner des float arrays, des int arrays, etc. Typiquement, on devra le faire puisque les coordonnées 3D de nos points seront dans un VTK float array, alors que les indices dans notre liste de triangles seront dans un VTK int array. Alors c'est stocké comme ça en pratique, mais quasiment aucun algorithme ne travaille à ce niveau d'abstraction-là. Euh, alors, si on regarde la représentation des datasets, donc le VTK Image Data n'utilise pas le VTK Data Array. Il va juste utiliser trois entiers pour la dimension, trois floats pour les espacements et trois floats pour la position dans l'espace. Euh, Évidemment, une image va utiliser des données, mais elle va utiliser des données pour les attributs. Ce qui nous intéresse dans une image, c'est de savoir qu'on y stocke des couleurs RGB, par exemple, ou des intensités, ou n'importe. Mais ça, ce sont des attributs. On n'a besoin d'aucun data array pour stocker ni la géométrie ni la topologie. VTK Rectilinear Grid, lui, utilise trois VTK data array à une dimension pour les positions des lignes, des colonnes et des plans de points dans la grille. Structure Grid utilise donc, il doit stocker la position des sommets dans un VTK Points, et un VTK Points, ça utilise un VTK data array de trois tuples, typiquement un VTK float array. Les indices correspondent à la position dans la grille. Le VTK Polydata, c'est une structure importante puisque c'est ce qu'on va le plus utiliser. Alors, elle utilise à la fois un VTK Points pour stocker la géométrie des sommets, donc les positions X, Y, Z, et un VTK Cell pour stocker sa topologie. Alors, c'est quoi un VTK Cell ben, c'est une liste de connectivité. Donc, chaque cellule elle est représentée par le nombre de ses sommets suivi de la liste ordonnée de leurs indices dans le VTK Points. Donc si j'ai un triangle, eh bien je vais dire que j'ai trois sommets et puis je vais donner les trois indices qui suivent. Si j'ai un triangle strip de 27 triangles, eh bien je vais noter que j'ai 29 sommets et puis j'aurai la liste des 29 identifiants des points qui correspondent. Alors, vous noterez que c'est juste un nombre de sommets suivi de la liste des sommets. Mais ça n'inclut pas de type. Euh, Or, on peut avoir plusieurs choses comme un nombre de sommets. Un triangle a trois sommets, mais un polyline avec deux segments de droite a aussi trois sommets. Euh, un polyvertex avec trois points a aussi trois sommets. Donc c'est important de aussi connaître le type des cellules, et ce type, on ne le connaît pas simplement avec le nombre de sommets qu'il a. Alors, la manière dont le VTK Polydata résout ce problème, c'est qu'il ne va pas stocker explicitement les différents types de cellules. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va maintenir quatre listes séparées de connectivité. Il va séparer ces listes par leur dimension et par le fait qu'ils sont strippés ou pas. Alors, on va avoir une liste de sommets. Donc, ça stocke soit des vertex, soit des polyvertex. On sait si c'est l'un ou l'autre en sachant le nombre de points qu'il y a à chaque fois. Donc, un vertex, c'est un polyvertex de 1 point. Il va y avoir une VTK célérée de lignes, où donc on a des VTK lines et des polylines. Les lines ont 2 points de sommet, les polylines en ont plus. Ensuite, on va avoir un VTK céléré de polygones. On aura donc des triangles, des quadrilatères ou des polygones généraux. Dans tous les cas, ils seront représentés de la même manière. On aura le nombre de sommets suivi de la liste de tous ces sommets. Donc un VTK triangle sera représenté par 3 pour dire qu'il y a 3 sommets, suivi des 3 indices. VTK quad sera représenté par
4 pour dire que c'est un quadrilatère, suivi des 4 indices de sommet, etc. Finalement, on a une dernière liste, donc une dernière VTK Cellare pour les strips, qui stocke donc des triangle strips, qui de nouveau est stocké pareil, donc le nombre de sommets du triangle strip suivi de la liste de tous les indices de ces sommets. Alors, il est nécessaire de maintenir 4 listes séparées, parce que si vous avez 5 suivis de 5 indices de sommet, c'est la seule manière de savoir s'il s'agit d'un VTK strips qui aurait donc 3 triangles dedans. Est-ce qu'il s'agit d'un pentagone avec 5 sommets? Est-ce qu'il s'agit d'une polyline avec 4 segments de droite? Est-ce qu'il s'agit d'un polyvertex avec 5 sommets? Eh bien, la manière dont on sait, c'est de savoir dans laquelle des 4 VTK Cellare cette structure est stockée. Donc, en combinant la liste à laquelle la cellule appartient et le nombre de points, on est capable d'en déterminer le type. L'alternative à ça, c'est d'utiliser un VTK Unstructured Grid. Alors, dans un VTK Unstructured Grid, on a toujours nos VTK Points pour stocker la géométrie, mais on a cette fois un seul VTK Cellare pour la topologie. Alors, il est organisé de manière pareille. On a pour chacune des cellules le nombre de sommets suivi de la liste de ces indices. Mais cette fois-ci, on ne peut plus inférer le type de la cellule du fait qu'il appartient à l'une ou l'autre liste de cellules, puisque toutes les cellules sont dans la même liste. Et donc, on ajoute à cela un autre array qu'on appelle VTK Cell Types, qui va nous décrire pour chacune des cellules de notre cell array de quel type elle est. Donc, on va avoir un tableau avec à chaque fois le type qui est codé. Alors, vous savez, les numéros de type qui ont été présentés précédemment. Donc, on a 29 types différents. Et puis, un offset qui nous dit à quel emplacement dans le cell array commence cette cellule. Alors, tous ces datasets sont organisés sur un système d'héritage. Alors, donc on a un VTK Object dont hérite un VTK Dataset, et puis dans tous les datasets, on a un sous-ensemble important qui est le VTK Point Set. Alors le VTK Point Set, ce sont tous ceux pour lesquels la géométrie est représentée explicitement. C'est le cas de Structured Grid, de Unstructured Grid et de VTK Polydata. Ce sont tous ceux qui incluent explicitement dans leurs attributs un VTK Points, donc une liste de points. L'alternative, c'est d'avoir soit un image data, soit une rectilinear grid, où la position des sommets dans l'espace est définie implicitement. L'autre structure dont plusieurs datasets héritent, c'est le VTK Structured Data. Donc, c'est toutes les données qui ont une certaine forme de structure. Donc, rectilinear grid, image data et structured grid. Ça, ce sont donc le diagramme d'héritage des VTK datasets. On a aussi un diagramme d'héritage des cellules. Donc, toutes les cellules sont des VTK cells. On a un sous-ensemble important qui sont les VTK non-linéaires cells, donc toutes celles qui sont quadratiques. Vous pouvez éventuellement définir vos propres non-linéaires cells avec des fonctions d'interpolation plus compliquées que quadratiques, mais il faut le faire explicitement en C++. Sinon, vous avez toutes les autres. Mais on travaille rarement à ce niveau d'abstraction-là, puisqu'on travaille la plupart du temps avec nos datasets qui contiennent des VTK Cellare et pas directement avec cette représentation des cellules. Enfin, il faut pouvoir représenter les attributs, donc des propriétés qu'on va accrocher soit aux points, soit aux cellules. Très rarement aux côtés ou aux faces des cellules, c'est rare. Alors, ces attributs sont typiquement stockés dans un VTK Point Data, qui est un tableau qui a exactement la même taille et utilise les mêmes cellules, les mêmes indices que le VTK Point si on veut associer des
des données, donc des attributs à nos différents sommets. On utilisera un VTK Cell Data si on veut associer des données à nos différentes cellules. Alors, c'est une limitation, le fait qu'on a un seul indice pour chacun des points. Si vous vous souvenez de notre modèle de tête dans le Tiny Renderer, pour les normales, par exemple, ou pour quand on a une texture, il était possible d'avoir plusieurs valeurs différentes pour un même sommet, selon qu'on considérait qu'il appartenait à une face ou à une autre. Ici, en VTK, a priori, c'est pas possible. Quand on aura besoin de le faire, et on le fera plus tard, quand on verra en détail les normales, on va devoir parfois dupliquer certains points pour être capable, sur un même sommet, d'avoir plusieurs normales, par exemple. Pour finir, passons à un exemple. Alors, c'est un des exemples les plus simples. Il s'agit de créer un cube. Donc, si on veut créer explicitement un cube en C++, euh, alors on va créer un VTK Polydata, notre cube, et puis on va devoir le remplir, et on va le remplir avec des sommets, donc des VTK Points, avec un cell array, donc une liste de faces, qu'on appelle poly, ici, et puis avec un float array, les scalaires, qui seront les couleurs qu'on veut accrocher à chacun des sommets. Alors on a une boucle sur les 8 sommets où on va insérer un point à la fois euh, dans notre VTK Points. On a une boucle sur les 6 faces où on va insérer la cellule suivante dans notre VTK Cell Array. Et puis on a une boucle sur les 8 sommets où on va insérer des tuples dans notre float array. Donc on a un float array qui va être associé à notre VTK Points, donc on a le même nombre d'indices. Une fois qu'on a créé toutes ces données, alors on les a créées à partir d'un tableau de X, un tableau de points, un tableau de Y par ailleurs, eh bien on va les mettre ensemble. Donc le cube, donc notre VTK Polydata, on va lui dire quels sont ses points avec cube set points points. Et puis après, on se permet de faire points delete parce que, vous vous en souvenez, en VTK, tous nos objets utilisent du reference counting. Donc, une fois que notre structure points, on l'a accroché à notre cube, on peut appeler delete, ça ne va pas l'effacer, ça va simplement retirer la référence qui vient du fait qu'il y avait un pointeur dessus. Et donc la seule raison pour laquelle le points existe encore, c'est qu'il est pointé depuis cube. Mais ça suffit. Alors on fait la même chose avec le cell array, donc avec poly. Et là, on doit lui donner explicitement cette police. Donc ça lui dit que le cell array, il doit l'interpréter comme des polygones. Si on voulait en faire si on avait un cell array qui représentait des triangle strips, par exemple, on devrait faire cube set strips. Enfin, on ajoute les attributs. Alors, pour cela, on va faire getPointData set scalars. Et de nouveau scalars delete. Donc, avec tout ça, on a créé notre cube. On va être capable derrière de le passer dans un polydata mapper, dans un acteur, dans un renderer et de l'afficher. Alors, créer un cube de différentes manières, ce sera le laboratoire que vous devrez faire pour exercer ces différentes notions que nous avons vues aujourd'hui. Merci.